Pour les patients dont on parle, les patients fragiles, et plus de 60 ans, et encore plus de 75-80 ans, je crois que l'ambulatoire est... Alors, Serge Guérin parlait parfois d'un logement qui peut ne pas être totalement adapté. Comment est-ce qu'à l'hôpital, est-ce que vous travaillez au retour à domicile du patient, puisque vous nous dites que la plupart des patients qui passent par votre service retournent finalement chez eux? On a de la chance, on a une équipe qui peut faire des visites à domicile, un service qui s'appelle l'Égérie, avec infirmière, ergothérapeute, assistante sociale, également une psychologue dans cette équipe, qui peut faire des visites et qui est autorisée dans le Gard à aller dans les domiciles des patients pour préparer le retour à domicile. Donc on organise cette visite au mieux avec le patient, avec la famille, pour voir les freins, les choses aussi qui finalement se passent bien à domicile, parce que le patient il retrouve ses repères, il retrouve son environnement. Donc ça nous aide grandement pour organiser certains retours à domicile. Beaucoup de personnes ont rêvé d'avoir une infirmière pour Égérie. Le CHU de Nîmes l'a fait. Donc, est-ce que nous avons une autre question? Oui, là-bas. Ah, je crois que... Ah oui, vous arrivez un petit peu en retard, là, hein, madame, va falloir repartir maintenant. Ouais. Non, là, ils sont... Je suis désolé, monsieur Guérin, là, il a un train à prendre, je sais plus... Non, c'est fini. Monsieur Guérin est ici présent? Non. Reculez, vous le verrez peut-être mieux. Non, je vois personne. Hein. Je vois qu'on a des places réservées, là. On va assister à votre... Qu'est-ce qui se passe, Nicole? Ne t'inquiète pas, Odette. Ah, oula. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un micro. Oui, bonjour. Alors, nous sommes déplacés ici ce soir, car nous souhaitons, avec mon amie Nicole, ici présente, nous réunir en colocation. C'est une bonne idée. Et donc faire appel à des services mutualisés. Voilà. Si c'est possible. C'est ici? Nicole, c'est ici? Oui, je pense que c'est là. Nous allons vous laisser la parole. Et continue. Dépêche-toi, Odette. Non, la parole est mutualisée, vous pouvez la garder quelque temps, allez-y. Ah, très bien. La parole est mutualisée, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ce langage de macroniste? Tu te calmes, Odette. Qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi, Odette, calme-toi, tu vas faire de l'attention. Bien. Nous sommes des anciennes championnes de week-end de marche rapide. Bonsoir, messieurs, dames. Odette! Bien. On y va. Continuez sans nous. Hein. Oui. Faites comme si de rien n'était. Nous n'étions pas là. Ça va être facile. Est-ce que nous avons une autre question, le temps que Odette et Nicole regagnent leur siège ou gagnent leur siège? Merci d'être arrivé à l'heure au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Merci, monsieur Guillaume, je crois. Ça. Merci. Je voudrais poser une question. Oui, on vous passe le micro, madame. Pour éclairer un petit peu tout ça, je voudrais qu'on prenne un exemple précis. C'est-à-dire, nous avons peut-être une personne de 90 ans qui arrive vraiment à un manque d'autonomie totale. Elle veut rester quand même dans son domicile. Et je crois que Samira Jaja nous a dit que lorsqu'elle allait dans un domicile, il fallait qu'elle voie comment allait être établi ce domicile pour pouvoir recevoir la personne qui a perdu son autonomie. Là, je voudrais savoir combien coûte effectivement une mise en place de toute cette perte d'autonomie dans l'appartement et combien coûtent les personnes qui vont devoir intervenir pour que cette personne qui a perdu son autonomie puisse continuer à vivre normalement dans son domicile. Voilà, quelque chose d'un peu précis. Merci. Pas facile de répondre à cette question, chaque cas, chaque domicile étant différent. La patate chaude est pour le docteur Galano. Alors pour les aides techniques, ce que je peux dire, qu'il y a certaines aides techniques qui sont quand même inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables, donc remboursés par la sécurité sociale. Donc il y a certaines aides techniques, lit médicalisé, fauteuil roulant, aides techniques de marche comme ce déambulateur. D'ailleurs, on peut le changer, tous les combien de temps on peut le changer en déambulateur, parce que celui-là il grince un peu. Oui, normalement 3 ans. Pardon, 3 ans. sous quelles conditions c'est remboursé? Sur prescription médicale. D'accord. Certaines aides techniques sur prescription médicale. Donc c'est très précis. La Sécurité sociale a une liste, les LPPR, liste des produits et prestations remboursables. Voilà, donc c'est pas tout le monde éventuellement. Si. Bon. Même en ALD ou pas, non, c'est pris en charge. Donc certaines En aides ALD, techniques, pardon.
En affection longue durée, ça va être pris en charge à 100%. Mais voilà, c'est pris en charge par la sécurité sociale avec éventuellement un complément mutuel. Donc, voilà, des aides techniques, oui, fauteuil roulant, l'immédicalisé, guidon de transfert, lève-personne. Quand même, il y a des aides techniques, oui. Les équipements de douche en font partie ou pas, par exemple? Oui. Non, le siège de douche, pas toujours. Alors, en fait, chaise garde-robe, oui, voilà, il y a une liste très précise. Il y a des listes très précises pour une partie. Il y a ensuite un autre élément, c'est l'allocation personnalisée autonomie, qui est une invention française de 2002 d'une femme formidable qui s'appelle Paulette Guinchard, qui a été de l'idée que les gens, en fonction, c'est en fonction de son niveau de GIR, donc là on rentre dans des trucs abominables de nom et tout ça, plus la personne est en fragilité, plus elle a un GIR bas. Il doit y avoir des barèmes, certainement. Voilà, avec des barèmes, et du coup, elle a une aide qui est donnée, qui est fournie à partir d'une analyse et tout ça par le département, et qui est différente selon si la personne est à domicile ou si la personne est dans un établissement d'accueil. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième aide extrêmement importante quand même. Et puis ensuite, il peut y avoir, selon la mutuelle, selon l'assurance, aussi d'autres formes d'aide. Et puis après, il y a d'autres aides qui sont plus globales. Par exemple, les APL. Peuvent aussi intervenir. Et puis après, il y a un certain nombre de choses, ce qui fait qu'après, on garde le terme de reste à charge. Oui. C'est-à-dire combien, pour les individus, pour les familles, combien ça représente. Et là, en moyenne, on est à domicile, on parle de 2 000 €, et voilà, et ainsi de suite. Donc, selon les situations des personnes, selon aussi leurs revenus, et puis après, bien aussi les enfants, comment ils peuvent contribuer, est-ce que la personne a des biens, ainsi de suite. On est dans une mécanique technique qui est quand même assez effroyable. Et donc après, il y a des organisations, il y a des clics, en particulier, qui sont chargés normalement, les CCAS, vous en avez parlé, et les clics sont chargés d'informer et de permettre de mettre en relation. Mais souvent aussi, vous êtes lié à une mutuelle. La mutuelle peut aussi normalement filer un sacré coup de main. C'est parce qu'il y a toute cette liste, effectivement, de considérations, de barèmes, de conditions, que je voulais que vous le précisiez un petit peu, pour savoir effectivement ce qui attend une personne qui va tomber en manque d'autonomie totale. C'est peut-être un petit peu difficile d'avoir cette liste exhaustive. Est-ce qu'on peut la trouver quelque part, Dr Galano, peut-être? Oui, en fait, après, il y a tellement de variables que même moi, quand les familles me posent la question, je renvoie vers l'assistante sociale. Le principe, c'est que sur le certificat médical, on remplit, nous les médecins, un certificat médical avec les pathologies du patient et sa dépendance pour les activités de vie quotidienne, toilette, habillage, se déplacer, ce que le patient peut alerter de manière adaptée. Et à partir de ce certificat médical, il est calculé un GIR, le groupe iso-ressources. Oui, c'est ça. C'est 6 classes, de 1 à 6. Oui, 1, oui. patient totalement dépendant, grabataire. 6, totalement autonome. Oui. Bon, ça va quand même, vous êtes encore bien. Moi, je mettrais un petit 3,5. Ouais. On est bien. 3, je pense. 3 3, 4. Donc, c'est les GIR 1 à 4 qui peuvent avoir droit à l'APA, à l'allocation personnalisée à l'autonomie. Juste les GIR 1 à 4. 5 à 6 n'y ont pas droit. Et après, c'est en fonction des ressources. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que tout le monde n'y a pas droit. Il ne faut pas croire que parce qu'on va manquer d'autonomie, on va être pris en charge automatiquement. C'est tout à fait. Samira, des conditions. Samira Jaja. Moi, je voudrais juste répondre à la dame. Oui, effectivement, il existe beaucoup d'aides financières, mais il faut juste aller se renseigner auprès du CLIC, le Centre local d'information et de coordination, et le CCAS. Mais apparemment, quand on rentre en perte d'autonomie totale, il faut les aider, parce qu'ils ne peuvent pas faire les démarches eux-mêmes. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Quand la famille est présente, oui. Moi, personnellement, je fais la démarche de leur dire ce qui existe. Alors, mais quand il n'y a personne, je fais la démarche moi-même, avec l'aide de l'assistante sociale. Et il existe actuellement le CNSA, le Centre national de solidarité d'autonomie. C'est une grosse caisse nationale. Et là, quand on les appelle, on a vraiment toutes les informations. En ce moment, c'est vrai qu'on a besoin de vertiglisateurs, surélévateurs. Ce sont les plus importants, lignes médicalisées. Et quand on perd d'autonomie totale, parce qu'en perte d'autonomie partielle, bon, il faut penser aux bouchons, ou comment ouvrir une boîte de conserve, parce qu'il faut quand même les laisser faire un petit peu leur travail, autrement ils perdraient quand même complètement leur autonomie. Ah bah oui, éplucher les légumes. Sinon les vieux, ils font plus rien. Exactement. Il faut les laisser travailler un petit peu. Voilà, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup de centres d'information pour ça. Alors n'hésitez pas à demander. Merci Samira, pardon de nous avoir coupé la parole. Est-ce que nous avons une autre question? Merci. Je ne vois pas bien les derniers rangs, donc
Nous avons une question là-bas. Oui, allons-y, le temps pour vous de gagner la salle. Bonjour, c'est pas une question. Je suis spécialiste de l'habitat et de l'aménagement du logement des personnes en perte d'autonomie. Donc, globalement, pour une salle de bain globale, il faut compter à peu près dans les 5 000 €. Ce qui est possible de faire, c'est de faire un dossier, de télécharger un dossier à l'ANA auprès de l'ANA, qui est complémentaire de l'APA. Et effectivement, c'est une usine à gaz. Tous les départements sont différents. Par commune, ça peut être différent. Il ne faut pas hésiter à aller se renseigner. Mais globalement, la CARSAT prend en charge tous les GIR 5, GIR 6, avec une somme bien spécifique. Et tout à partir du GIR 4, c'est le conseil départemental, avec l'APA et l'ANA. Il ne faut pas le négliger non plus. Donc, merci pour ce témoignage. J'avais une question à vous poser, Sabrina Jumentier, puisque vous vous occupez particulièrement donc, des personnes qui ont des problèmes d'ordre psychologique, voire psychiatrique. À partir de quel moment est-ce que vous dites à une personne quel moment vous pouvez lui dire non, vous ne pouvez pas retourner chez vous, vous devez être placé d'une façon ou d'une autre? Non, on a dit 3,5. 3,5 c'est bien. 3 c'est bien encore. Vous pouvez rester chez vous, madame. Alors c'est un processus complexe et qui est porté par une équipe. Ça se fait toujours de façon pluridisciplinaire. On organise également des VAD et les visites à domicile, voilà. Et en ça, c'est intéressant parce que ces visites à domicile permettent en fait... Alors, il faut savoir psychiatrie, déjà, ce terme a une connotation. Pour une personne âgée, être hospitalisée en psychiatrie, déjà, ça a des conséquences. Donc, on préfère aussi très souvent, quand c'est possible et nécessaire, aller évaluer, entre guillemets, la personne à la maison. Là où elle a ses habitudes, c'est émotionnellement moins lourd, moins anxiogène, etc. Ça permet de demander à la personne est-ce que vous pourriez me préparer un petit café, j'ai mal à la gorge ou quelque chose de chaud. Ça permet d'évaluer un petit peu si la personne est capable d'utiliser le gaz, est capable de planifier une action, etc. De façon, on appelle ça de façon assez écologique. Donc on a ça. Votre question, c'était comment... Ma question, c'était quel est le point de non-retour à partir duquel vous dites non, cette personne n'est plus à même de retourner chez elle? Le point de non-retour, c'est quand elle se met en danger. Bon, après, c'est pas si simple parce qu'on peut, nous, soignants et les proches aussi, se dire, si cette personne retourne à la maison, elle se mettra en danger et même si on met toutes les aides en place nécessaires. Donc, on retire le gaz, on met, j'aurais plus les termes en tête, mais on met ce qu'il faut dans la salle de bain. Bon. Oui, le savon. Après, il y a toute cette question de, la personne elle-même, le patient, est quand même motivé à ne pas rentrer chez lui. Donc là c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est un travail, c'est un processus en fait. L'hospitalisation nous sert aussi à ça, à travailler ça et à discuter ça et avec la famille et avec le patient. Mais c'est un processus. Oui, je veux répondre à votre question. C'est vrai que il ne faut pas se leurrer, ils ont envie de rentrer chez eux. Parce que les maisons de repos, parce que c'est vrai que la maison de retraite, j'aime pas trop ce mot non plus, parce qu'il faut évoluer un petit peu. Effectivement, une personne âgée qui est malade, elle a quand même envie de retrouver son chez-soi. Son décor, ses photos, ses habitudes. Donc je pense qu'un maintien à domicile, c'est mon point de vue personnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à domicile pour maintenir quelqu'un. Voilà. Et puis je voulais juste remercier M. Bernard Lafay tout à l'heure pour son intervention et pour son amour et son grand amour pour les auxiliaires de vie. Samira Jaja, on sent dans votre propos que vous les aimez, les personnes que vous accompagnez. Il y a beaucoup de sourires, il y a du coup de l'empathie. Est-ce que cette empathie, à un moment donné, ne vous aveugle pas, dans le sens où est-ce que vous auriez pas à un moment donné, vous dites, j'aurais peut-être dû, qu'est-ce que je dois faire pour prévenir finalement l'hôpital, prévenir le médecin de ville, parce que je constate une dégénérescence, de quelque ordre qu'elle soit. Il faut savoir qu'on n'est pas toute seule. Il y a les infirmières.
Donc, on travaille seul à domicile, mais il y a quand même beaucoup de passages. Donc, travailler seul à domicile, c'est pas le mot approprié. Donc, quand on constate malheureusement une diminution de la personne, la première personne avertie, l'infirmière, si elle n'écoute pas le médecin généraliste, et malheureusement le médecin généraliste, s'il n'entend pas non plus la famille, quand il y en a pas, si le médecin généraliste décide d'une hospitalisation, on la met en hospitalisation. Mais la plupart du temps, c'est vrai que le maintien à domicile, pour la personne en perte d'autonomie totale, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Parce que... Oui ? Est-ce qu'on peut choisir le sexe de nos intervenants? Ah, ça c'est une bonne question. Enfin, il n'y a pas énormément de choix. Généralement, il n'y a que 2 choix. Donc déjà, ça réduit un peu. Hein. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler que plus de 90% du personnel, ce sont des femmes. Voilà, je savais bien que ça allait les décevoir, mais c'est une réalité. Hein, Mais je vous rassure, elles choisissent leur infirmier. Oui, nous avons une question, madame. On va vous passer le micro au 2e rang, s'il vous plaît. Merci. Comme vous abordiez la question là, de comment on diagnostique dans un premier temps la perte d'autonomie, et le fait est qu'en ce moment, moi je suis confrontée à ce problème-là vis-à-vis de ma mère, et elle a 83 ans, et le médecin ne réagit pas au témoignage de la famille qui dit qu'elle est en perte d'autonomie, elle perd la mémoire, elle est tombée, il y a plusieurs facteurs qui me feraient dire qu'elle est en perte d'autonomie, mais le médecin ne répond pas depuis plusieurs années en fait. Est-ce que, alors, docteur Garneau, je réponds à votre place. Est-ce que vous avez pensé peut-être à consulter un autre médecin? Oui, mais maintenant on est contraint par le médecin référent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'accéder aux soins? Peut-être faire rentrer après votre mère dans un réseau gériatrique pour déjà faire des évaluations peut-être objectives sur le plan cognitif et de l'autonomie avec des tests un peu standardisés pour voir un petit peu où on en est. Ça peut aider la famille, le médecin traitant aussi à voir où on en est, le patient aussi à des fois à réaliser, oui, j'en suis là, ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire. Donc peut-être il y a une consultation de gériatrie. J'ai compris que les tests cognitifs se faisaient à l'hôpital, lors d'un bilan. Or, si le médecin n'intervient pas, ne veut pas prescrire ce bilan, on est coincé. Oui, le bilan cognitif, ça se fait effectivement sur une hospitalisation de jour. Ça prend quand même un certain temps. Passez le micro, peut-être. Oui. Pardon. Évaluation neuropsychologique, vous pouvez aussi la faire en libéral, mais ceci dit, ce ne sera pas pris en charge. Mais ce qui semblerait intéressant, là, c'est une hospitalisation. Alors, une hospitalisation de jour, où vous aurez une évaluation pluridisciplinaire, à la fois le gériatre et ou le neurologue, le neuropsychologue qui fera cette évaluation cognitive, pourquoi pas l'ergothérapeute qui évaluera la marche, les risques de chute. Le problème de madame, semble-t-il, c'est que le médecin généraliste ne souhaitait pas prescrire cela pour cette patiente. C'est nécessaire. Ouais, c'est vrai que... Maintenant, avec le médecin généraliste qui est au centre vraiment de tout le parcours de soins, on doit être... pour la prise en charge par la sécurité sociale, il faut être adressé par son médecin généraliste. Donc il faut changer de médecin, quoi. Mais moi je vous conseillerais, je pense qu'il faut un bilan gériatrique standardisé. Donc une évaluation gériatrique, je pense de ce que... Peut-être que votre médecin est lui-même atteint. Parce que c'est pas normal quand même, à 83 ans on peut... Donc c'est aussi un problème de compétences. C'est possible. Comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas le dire. Ouais. Vraiment. Il est dépendant à sa patientèle. Est-ce que nous avons une autre question? Monsieur Polge. Oui, je voudrais m'adresser au sociologue et avoir son point de vue de sociologue. Vous avez fait allusion à une expression qu'on connaissait dans le passé, la fille est sacrifiée. Aujourd'hui, à la télévision, on voit une publicité d'un facteur qui va rendre visite à une personne âgée
cette personne âgée qui dit mais on n'élève pas nos enfants, on ne fait pas des enfants au monde, venir au monde pour qu'ils prennent soin de nous. Et c'est le facteur qui va, maintenant heureusement chez le facteur, tu es là, on va boire le café ensemble, et c'est le facteur qui en sortant va prendre son téléphone et va appeler la famille pour lui dire votre mère va bien. J'aimerais avoir votre réaction de sociologue sur les évolutions de pensée, de concepts, d'idées que cela induit. Et maintenant, il faut le payer, le facteur. Il fait ça. Il faut le payer pour le payer un café. C'est pourquoi il passera toujours 2 fois. Joli. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a plein de choses derrière. Il y a plein d'évolutions intéressantes, riches. La première, c'est les personnes elles-mêmes qui disent, les gens âgés, qui disent « mais moi, je ne veux pas être un poids pour mes enfants, pour mes proches ». Il y a un sentiment très fort, en tout cas dans cette génération-là, de dire, souvent de discrétion, de ne pas vouloir dire quand ça ne va pas bien, et ainsi de suite, de cacher un petit peu la misère, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de solitude et tout ça. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très présent, et donc il faut aller vers les personnes. C'est comme les aidants, souvent les gens se cachent, ne disent pas ce qu'ils font, le temps que ça leur prend, ainsi de suite. Ils disent non mais c'est normal, c'est pas important et tout ça. Donc c'est une génération, les autres ne seront pas nécessairement comme ça, mais c'est une génération qui est plutôt dans la discrétion et qui estime que ça ne regarde pas les autres. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, en effet, les familles qui sont moins nombreuses, avec moins d'enfants, parfois qui habitent plus loin. Donc il y a aussi cette difficulté-là, de dire c'est pas aussi simple qu'auparavant, si tant est que c'était simple, parce qu'après ça posait aussi d'autres problèmes, où les gens vivaient ensemble, ainsi de suite. Donc ça, c'est une deuxième réalité. Troisième réalité, qui n'a rien à voir, mais qui est parallèle, qui est qu'on envoie moins de courrier. Beaucoup moins. Les outils, Internet et tout ça, ont remplacé en partie. Donc vous avez aussi une entreprise qui est parmi les plus grandes entreprises de France, qui a plus de 85 000 facteurs, par exemple, et qui s'interroge, mais comment je permets à ces personnes-là de continuer à avoir une activité ? Donc un petit peu en parallèle. Il y a une notion que les gens peuvent être en ville, il y a des gens juste à côté, ou peuvent être plus loin de la ville, et parfois habiter assez éloigné d'une autre personne. Donc tout ça rend aussi, d'ailleurs, dans les services à la personne, c'est une difficulté. Si vous avez 3 personnes à visiter dans la journée sur le même quartier, c'est plus simple que si à chaque fois il faut prendre sa voiture et passer 1 heure de route avant d'aller accompagner une autre personne. Donc tout ça rentre aussi en ligne de compte. Donc on est à la fois dans une problématique sociale, sociologique de familles nouvelles, avec des gens qui ne veulent pas dire, avec des familles qui sont parfois moins présentes, ou qui ont envie parfois d'être moins présentes. Je ne porte pas de jugement, mais voilà, c'est les situations. Une nouvelle économie avec la Poste qui se dit comment je peux rentabiliser mes facteurs, et en ayant en plus une présence sur tout le territoire. Par exemple, vous avez une nouvelle action qui s'appelle « Veiller sur mes parents », c'est sans doute à celle-ci dont vous parlez. Voilà. Il y a ces 2 éléments-là. Et comment on fait dans tout ça ? Est-ce que le fait qu'avant, on disait « oui, mais avant, on ne payait pas le facteur ». C'était naturel. Ils venaient, ils discutaient, tout ça. Ils prenaient parfois un petit verre. C'était parfois du café, c'était parfois autre chose. Enfin, bon, voilà. Donc, des situations qui étaient moins normées. Et puis aujourd'hui, elles sont plus normées parce qu'il y a une entreprise qui cherche à trouver un équilibre économique. Il y a des gens qui cherchent à donner une autre activité à des personnes qui sont là. Et puis en même temps, il y a une réalité aussi sociale de plus en plus de personnes qui sont éloignées de tout, qui sont dans l'isolement. Ils peuvent être dans l'isolement en centre-ville aussi, mais qui sont dans un isolement social très fort. Et donc, on tâtonne un petit peu. On essaie de trouver des réponses. Et ces réponses, on essaye aussi qu'elles aient une réalité économique. Alors, il y a d'autres réponses. Il y a des associations qui se constituent. Il y a des associations, le Secours populaire, le Secours catholique, des gens comme ça, les petits frères des pauvres et tout, qui sont dans des logiques d'aller voir, de trouver des bénévoles pour aller voir ces personnes. Donc là encore, on voit bien que la société, ce qui est normal, elle bricole. Elle sait de trouver des solutions économiques avec une logique économique, mais tout le monde ne pourra pas se la payer. Des solutions de bénévolat, mais tout le monde ne trouvera pas les associations pour faire ce bénévolat. Voilà. Et donc on est dans ce moment-là où chacun tente de trouver une réponse à une réalité sociale qui est très forte, qui est celle de personnes qui vivent à leur domicile, mais qui vivent souvent de manière de plus en plus isolée. Et puis il y a des gens qui peuvent aller très bien d'ailleurs en termes d'autonomie, qui sont dans aucun gire, si ça résumait les choses. Voilà. Mais qui en revanche sont dans une réalité, alors vous avez des gens de 20 ans aussi qui sont dans cette réalité-là, qui sont dans une réalité de solitude énorme. Et donc, est-ce que le postier peut être
un élément de cette réponse. Le tissu associatif bénévole peut être un autre élément de cette réponse. Le tissu associatif ou le tissu d'ailleurs d'entreprises privées peut être un troisième élément. Et c'est sans doute la complémentarité de tous ces acteurs, plus parfois l'utilisation à bon escient, c'est-à-dire complémentaire de technologies, permettent aussi de voir un petit peu ce qui se passe, ainsi de suite. Tout ça va permettre peut-être d'inventer une sorte d'écosystème qui pourra être peut-être bienveillant et peut-être relativement équilibré, qui permettra à ce que les uns les autres puissent vivre et vieillir à leur domicile ou dans des lieux collectifs, dans de meilleures conditions. Et si en plus on peut de temps en temps les faire rigoler, si en plus on peut de temps en temps jouer autour de tout ça, eh ben ça sera encore mieux. Merci Serge Guérin. S'il vous plaît. Oui, alors allez-y. Alors, moi j'avais un aide-soignant formidable qui avait tout simplement tapé à la porte de mes voisins pour leur proposer de venir boire un café. Et depuis, j'ai de très bonnes relations avec nos voisins qui viennent voir comment ça se passe. Voilà. C'est vrai qu'il y a des alertes qui peuvent on peut créer du lien avec ses voisins et parfois on ne les connaît pas. Ça, c'est le propre de la vie urbaine, Serge Guérin. On voit des personnes seules en ville, vous le disiez. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours confronté, à la fois, on va dire, on est dans une société de plus en plus individualiste, et souvent, d'individualisme, on pense à égoïsme. Et ça existe, évidemment. Et puis, il y a aussi une société où des gens sont bienveillants et regardent un petit peu ce qui se passe à côté. Tout le problème aussi, c'est comment je suis attentif à ce qui se passe à côté sans être intrusif. Et donc, on n'est pas tous. Plein de gens sont pris un petit peu entre ces deux éléments-là. Il y a une tentation de chacun pour soi. En plus, on a la trouille de l'autre. On a la trouille aussi de prendre des risques. Si je vais chez elle, si elle est tombée, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ma responsabilité ? Y compris d'ailleurs en termes d'assurance et tout ça. Bah oui, mais si je fais une erreur en accompagnant la personne, je peux aussi faire un mauvais geste si je ne le connais pas. Et du coup, c'est quoi ma responsabilité ? Donc il y a aussi tout ça qui rend les choses un petit peu compliquées. Puis d'autres personnes qui vont spontanément aller vers l'autre. Et donc c'est aussi comment on valorise tout ça. Comment même peut-être on va pousser les personnes à le faire. Comment peut-être même on va inventer des systèmes de services civiques ou autres autour de tout ça. Comment peut-être même on va un petit peu payer des personnes qui ont des revenus extrêmement faibles en disant bah oui, vous avez une petite rétribution, mais aussi pour avoir un regard bienveillant. Il y a tout ça qui est en train de chercher. Il y a des familles d'accueil, il y a plein de choses comme ça qui existent. Et tout ne sera pas décidé par le haut, tout sera sans doute développé par des logiques de territoire, des logiques de proximité, parce que c'est encore là où on se connaît le mieux et où sans doute on fait le moins de bêtises. Mais on est dans un moment très particulier, ou bien on est dans la trouille de l'autre complète, et on peut avoir des raisons d'avoir la trouille de l'autre, dans la trouille de prendre des responsabilités, et donc chacun s'enferme. Ou bien on est dans quelque chose où on invente des nouvelles micro-solidarités en s'appuyant aussi sur des gens qui savent. Ça peut être des médecins, ça peut être des auxiliaires de vie, ça peut être tout le tissu qu'il y a autour, ça peut être les EHPAD, ces maisons de repos dont il faudra changer de nom, qui peut être aussi des lieux de compétences. Enfin, ouais, il y a tout un nouvel écosystème à inventer, mais pour l'instant on tâtonne, ce qui est normal aussi parce qu'il faut l'inventer. Merci Serge Guérin. On a une dernière question. Oui. Je remercie monsieur Paul d'avoir valorisé le tissu associatif qui est très important à Nîmes. Pendant de longues années, le tissu associatif a été aidé par les territoriaux et maintenant le tissu associatif est de plus en plus abandonné. Je suis bénévole dans une association très importante à Nîmes qui a plus de 2000 adhérents. C'est l'Université du temps libre, dont les objectifs sont justement de lutter contre l'isolement des personnes jeunes, des personnes isolées, également contre le vieillissement cérébral. Donc nous sommes nombreux à nous retrouver dans un climat de convivialité. Nous avons été pendant pas mal d'années aidés et maintenant abandonnés. Voilà. Je voulais faire cette remarque. Merci pour ce témoignage. Bien, nous allons maintenant conclure cette table ronde. Alors allons-y, pardon, excusez-moi. Attends, on va vous passer le micro. J'ai une proposition à vous faire. Moi, je propose que on puisse
organiser une table ronde avec tous les représentants qui sont, avec tous les représentants de l'association pour une nation. Eh bien, merci beaucoup. On en prend bonne note. Ce sera une idée à soumettre au bon président Paul qui est à côté de vous. Il l'a noté, j'en suis certain. Juste avant de se quitter, nous avons un court film à regarder ensemble. Et puis ensuite, on pourra tous se retrouver pour un moment de convivialité. Allô ?